Il y a des absences qui crient plus fort que les présences. Un jour de janvier, à Paris, dans une église dont les pierres ont vu défiler tant d'époques, une cérémonie se tient en petit comité. On ne s'y bouscule pas. On ne s'y montre pas. On y vient avec cette pudeur particulière des familles qui savent que le chagrin n'a pas besoin de spectateurs. Et pourtant, dans ce silence, tout le monde remarque la même chose, une place qui devrait être occupée, ne l'est pas. La seule femme qu'il ait épousée. La mère de son fils. Celle qui a porté son nom et sa jeunesse comme on porte une brûlure. Et l'homme le plus célèbre de cette histoire n'est pas là. Vous sentez ce vertige? Ce contraste entre l'immense récit collectif, la légende, l'icône, le couple mythique et cette réalité minuscule, presque domestique, une chaise vide. Alors on se met à se demander, qu'est-ce que cette place vide raconte, au fond? De la peur? De la fatigue? De la culpabilité? Ou d'un amour si compliqué qu'il préfère se tenir à distance du dernier chapitre? Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Pas avec les flashs. Pas avec les tapis rouges. Mais avec une question simple. Qui était Nathalie, quand personne ne l'appelait encore Nathalie? Si vous aimez ces récits où un détail ouvre une porte sur une vie entière, vous pouvez laisser un j'aime maintenant. Pas comme un automatisme. Comme un signe, je suis là, je t'écoute. Et vous allez voir, ici, l'écoute change la perspective. Parce que la vie de Nathalie n'est pas seulement une romance avec une star. C'est une trajectoire de métamorphose, une suite de renaissance, et aussi une suite de pertes qu'on a longtemps confondues avec du glamour. On va traverser 3 mystères, 3 nœuds qui donnent à cette histoire sa vibration particulière. Le premier, c'est celui-là. Pourquoi, dès l'adolescence, Nathalie semble chercher la liberté comme on cherche de l'air, tout en se jetant dans des liens qui l'étouffent? Le deuxième, c'est le cœur de la légende. Comment une rencontre presque brutale, presque ridicule, dans une nuit parisienne, a fini par faire imploser l'un des couples les plus aimés du cinéma européen. Et le troisième est plus sombre. Une affaire criminelle, un corps retrouvé, des rumeurs obscènes, un scandale qui traverse le show business et touche jusqu'aux étages du pouvoir. Et, au milieu de cette tempête, un prénom, Nathalie. Restez bien avec moi, parce que ce troisième mystère change la couleur de tout le reste. Et surtout, il aide à comprendre cette chaise vide, des décennies plus tard. Mais avant tout ça, il faut imaginer un autre décor, très loin de Paris. Le Maroc, au début des années 40. Une ville de l'Est, Oujda. Une lumière blanche, presque crue, qui fait cligner des yeux. Des rues où les sons ne se mélangent pas comme en Europe. Ici, les voix, les pas, les appels au loin, tout semble circuler à ciel ouvert. C'est là que naît Francine Canova, dans une famille d'origine espagnole. Et dès les premiers mois, le sol se dérobe. Son père s'éloigne. Très tôt. Avant même que l'enfant ait pu construire ce que les psychologues appellent une sécurité de base. Cette sécurité qui dit, sans mots, tu peux t'endormir, quelqu'un veille. Quand cette sécurité manque, on ne devient pas forcément triste. Parfois, on devient vigilant. On apprend à sentir les mouvements d'humeur, les départs possibles, les tensions invisibles. On devient expert en météo émotionnelle. Et cette expertise-là, Nathalie va la traîner toute sa vie. L'enfance, c'est l'atelier secret du destin. Les gens voient la célébrité et croient que tout commence là. Non. Tout commence bien avant, quand on se fabrique des réflexes pour survivre. Dans son cas, il y a aussi l'époque. Le Maroc change. La société bouge. Les identités se frottent. Et une enfant qui grandit dans ce contexte comprend vite que la stabilité n'est pas un acquis, c'est une négociation permanente. Le problème, quand on grandit avec cette sensation, c'est qu'on confond facilement deux choses, l'intensité et l'amour. Si ça brûle, on se dit que c'est vrai. Si ça fait peur, on se dit que c'est fort. Si ça nous déséquilibre, on se dit que c'est important. Et à l'adolescence, quand on n'a pas appris à être rassuré, on cherche souvent à se fixer dans une décision radicale. Une décision adulte. Un engagement. Quelque chose qui ressemble à une preuve. C'est ainsi qu'elle se marie très jeune, à la fin des années 50, avec Guy Barthélemy, un appelé du contingent qui travaille ensuite dans les assurances au Maroc. Vu de loin, on pourrait raconter ça comme un mauvais choix de jeunesse. Mais ce serait trop simple. Essayez de vous mettre à sa place. Vous avez à peine 17, 18 ans. Vous portez déjà une absence originelle. Et vous vous dites, si je me marie, au moins, je serai quelqu'un. Au moins, je serai à l'abri. C'est une logique émotive, pas une logique rationnelle. Et puis il y a un événement qui, lui, va laisser une marque bien plus profonde que le mariage lui-même. Elle devient mère. Une fille naît. Et cette fille porte son prénom, Nathalie. Là, on touche à quelque chose de bouleversant. C'est comme si, sans le savoir, Francine venait de se donner à elle-même un futur nom, une future peau, une future identité. Comme si la maternité avait accouché d'une actrice en même temps qu'elle accouchait d'un enfant. Mais le rêve ne tient pas. Le couple se brise rapidement.
Séparation, puis divorce quelques années plus tard. Et dans cette rupture, il y a un détail qui transforme un chagrin en blessure longue, le père obtient la garde exclusive. Et pendant des années, Francine est tenue à distance de sa propre fille. Vous imaginez cette scène intérieure? D'un côté, vous voulez être libre, vous voulez partir, recommencer. Et de l'autre, on vous arrache ce qui, chez une mère, ressemble à une extension du cœur. C'est là que la dualité de Nathalie se fixe, comme une cicatrice qui devient une boussole. La femme qui part pour ne pas mourir étouffée. La mère qui souffre parce qu'en partant, elle perd ce qu'elle a de plus précieux. Ce paradoxe révèle quelque chose de profond, Nathalie n'a jamais fui l'amour. Elle a fui la sensation d'être prisonnière. Et pourtant, elle a passé sa vie à chercher un endroit où se sentir enfin chez elle. En 1961, elle quitte le Maroc et arrive à Paris. Paris, à ce moment-là, n'est pas juste une ville. C'est une machine à réinventer. Les cafés. Les manteaux sombres. Les cheveux parfaitement coiffés. La fumée des Gauloises qui dessinent des halos au-dessus des tables. Les bruits de talons sur les trottoirs, comme un rythme de batterie discret. Et surtout, cette impression qu'on peut naître une seconde fois, si on trouve le bon cercle, la bonne porte, la bonne nuit. Elle s'essaie au mannequinat. Elle fréquente les lieux où l'on croise des artistes, des héritiers, des journalistes, des noctambules professionnels. Elle n'a pas encore de rôle au cinéma, mais elle a déjà un rôle dans la vie, celui de la jeune femme qui ne veut plus subir. Alors elle change de nom. Francine devient Nathalie. C'est un geste presque banal, mais il est chargé de symbolique. Renommer, c'est reprendre la main. C'est dire, je ne suis pas seulement ce qu'on a fait de moi. Et c'est à Paris, dans une boîte de nuit tenue par une figure incontournable de la nuit, qu'elle va rencontrer l'homme qui, à la fois, lui donnera un tremplin, et lui posera une énigme à porter toute sa vie. La scène, paradoxalement, n'a rien de romantique. Imaginez un club où la musique cogne, où les conversations se superposent, où les regards se croisent comme des flèches. Nathalie cherche une place, pose son sac. Et un homme s'assoit, presque sans regarder, comme si le monde devait s'écarter. Elle proteste. Elle s'énerve. Il réagit mal. Le coup de foudre, ici, ressemble à une collision de caractère. Et cet homme, c'est Alain. Ce qui me frappe, dans cette rencontre, c'est qu'elle commence par le contraire de la séduction. Elle commence par un refus de se laisser marcher dessus. Et ça, pour Alain, c'est une provocation fascinante. Parce qu'à ce moment-là, Alain n'est pas seulement un acteur. C'est une image nationale. Un visage qu'on découpe dans les magazines. Un regard qui appartient déjà à la foule. Il a 28 ans. Il a déjà tourné dans des films qui l'ont installé comme un jeune premier devenu icône. Et surtout, il est fiancé à Romy Schneider, l'autre mythe de l'époque, l'autre visage qu'on adore projeter dans les rêves d'amour. Le public les voit comme un conte de fées. Et les contes de fées rendent jaloux, même quand on n'y croit pas. Or Nathalie, elle, n'a pas la patience de se contenter d'un rôle secondaire. Très vite, elle comprend qu'elle entre dans un triangle explosif. Et là, elle fait quelque chose de typique des personnalités qui ont connu l'abandon, elle pose un ultimatum. Pas parce qu'elle aime contrôler. Parce qu'elle a besoin de savoir où elle met son cœur. Elle a besoin d'une réponse claire, comme une bouée dans une mer agitée. Je t'aime trop pour te partager. Ce genre de phrase, ce n'est pas de la jalousie de magazine. C'est une déclaration de survie. Et Alain, contre toute attente, choisit Nathalie. La rupture avec Romy devient une légende douloureuse. Une lettre, des roses, une fuite. Certains diront une trahison. D'autres une passion qui déborde. Mais le vrai sujet n'est pas Romy. Le vrai sujet, c'est le mécanisme psychologique. Quand Alain choisit Nathalie, il choisit aussi une version de lui-même, celle qui coupe, qui part, qui brûle les ponts. Et Nathalie, en étant choisie, croit peut-être que l'abandon originel est réparé. Sauf que l'amour ne répare pas l'enfance. Il la rejoue. Il se fiance. Puis se marie le 13 août 1964, dans le Loir-et-Cher, de façon presque secrète. Très peu d'invités. Une cérémonie intime. Et un détail qui, là encore, dit tout, Nathalie est enceinte de plusieurs mois. Vous sentez la vitesse? En 2 ans, elle passe de jeune femme en reconstruction à épouse de l'homme le plus désiré du pays, future mère sous les projecteurs. La vie, chez elle, ne marche pas. Elle court. Et quelques semaines plus tard, leur fils naît, Anthony. C'est un moment crucial, parce que la maternité, chez Nathalie, n'est pas un accessoire de récit. C'est une colonne vertébrale. On oublie trop souvent qu'elle a déjà été mère. Et que cette première maternité lui a été confisquée. Alors, quand Anthony arrive, il n'est pas seulement un enfant. Il est une seconde chance. Une réparation possible. Un lien qu'elle peut enfin tenir. Si, à cet instant de l'histoire, vous ressentez déjà cette tension entre la lumière et la douleur, abonnez-vous. Parce qu'on va aller au-delà de la légende,
et vous verrez que l'émotion, ici, ne se trouve pas là où les magazines la cherchaient. Le couple part aux États-Unis. Il traverse l'Atlantique comme on traverse un écran, vers un monde plus grand, plus riche, plus dangereux aussi. Mais le rêve américain se fissure. Les projets ne se déroulent pas comme prévu. Le cinéma, là-bas, a ses règles, ses contrats, ses portes fermées. Et même pour une star française, Hollywood n'est pas un tapis rouge permanent, c'est une industrie froide. Pendant ce temps, Nathalie tente d'exister autrement que comme la femme de. C'est là qu'arrive un choix artistique déterminant. Elle joue dans Le Samouraï, en 1967. Ce film, c'est presque un miroir de leur couple. Tout est minimal. Tout est tendu. Les gestes comptent plus que les mots. Les regards portent plus de poids que les dialogues. Nathalie y apparaît comme une femme à la fois proche et inaccessible. Belle, oui. Mais surtout mystérieuse. Et ce mystère, on le projette sur elle comme une lumière trop forte. Le public la regarde, mais le public ne sait pas ce qu'il regarde. Une actrice? Une épouse? Une rivale de Romy? Une conquête? Le problème, quand on devient une figure publique, c'est qu'on perd le droit d'être flou. On perd le droit d'être contradictoire. On perd le droit d'être humain. Et Nathalie, paradoxalement, est faite de contradictions. Elle veut l'amour total, mais elle étouffe quand il devient possession. Elle veut la famille, mais elle refuse d'être enfermée dans un rôle. Elle veut briller, mais elle souffre d'être réduite à une image. Alors, dans le couple, la tension grandit. Il y a l'extérieur, les paparazzis, les rumeurs, la pression constante, les amis intéressés, les soirées où l'on attend d'eux qu'ils soient le couple. Et il y a l'intérieur, deux caractères forts, deux orgueils, deux solitudes. Ce qui frappe, c'est que leur amour est passionné, mais pas apaisant. Il nourrit l'ego autant qu'il nourrit le cœur. Et quand l'ego est nourri, il réclame toujours plus. Nathalie, elle, ressent la menace permanente des fantômes. Romy, d'abord, comme une ombre qu'on n'arrive jamais à chasser complètement. Pas parce qu'Alain la revoit forcément sans arrêt, mais parce que le monde la remet dans l'histoire à chaque occasion. Et puis les autres femmes, les tournages, les rencontres, la facilité qu'a Alain de séduire sans même s'en rendre compte. Comment vivre avec quelqu'un qui est désiré comme une idée, pas seulement comme un homme? C'est là qu'on comprend une chose importante. La jalousie, chez Nathalie, n'est pas une crise de caprice. C'est une peur archaïque. La peur que l'amour, une fois encore, s'en aille. Et quand on a cette peur, on teste. On provoque. On exige. On cherche des preuves. Or les preuves, dans un monde de stars, deviennent impossibles à obtenir. Alors le mariage se fissure, puis se brise. Ils se séparent en 1968. Le divorce est prononcé en 1969. Officiellement, c'est la fin. Mais psychologiquement, ce n'est pas la fin. Parce qu'ils restent liés par Anthony. Et parce qu'ils restent liés par une chose plus étrange, la reconnaissance intime de la blessure de l'autre. Deux êtres peuvent se quitter, se faire du mal, mais rester en contact par une corde invisible. Une corde qui n'est pas forcément de l'amour romantique. Parfois, c'est simplement le fait d'avoir été, un jour, le refuge de quelqu'un. Et c'est à ce moment précis, au moment où le couple se désagrège, que surgit le troisième mystère. Celui qui va ajouter une couche d'ombre à une histoire déjà complexe. Un homme gravite autour d'Alain. Chauffeur. Garde du corps. Proche. Un Yougoslave nommé Stevan Markovic. Nathalie a une brève liaison avec lui. C'est une information qui, en soi, pourrait rester une anecdote de vie privée, un moment de confusion dans un couple qui va mal. Mais en octobre 1968, Markovic est retrouvé assassiné. Et là, la France bascule dans une fièvre de rumeurs. Parce que ce meurtre ne reste pas un simple fait divers. Il devient un scandale. On parle de chantage. On parle de photos compromettantes. On parle de soirées privées. On parle d'un mélange toxique entre célébrité, argent, sexe, pouvoir. Le nom d'Alain circule. Et, par ricochet, celui de Nathalie. Imaginez ce que ça fait, pour une femme déjà fragilisée par un divorce, déjà exposée par les médias, de se retrouver associée à une affaire où l'on fantasme sur votre intimité. Ce n'est plus seulement la femme de. C'est la femme dont on parle. Et quand on parle de vous de cette façon, on vous vole une seconde fois votre identité. C'est ici qu'un mécanisme social se met en place. Dans les périodes où la société change, où les mœurs bougent, où l'autorité vacille, les scandales deviennent des exutoires. On projette sur quelques figures tout ce qu'on n'ose pas regarder en face, la corruption, les hypocrisies, les pulsions. L'affaire Markovic devient une sorte de miroir sale de la fin des années 60. Et Nathalie, elle, traverse ce miroir avec son visage, son nom, sa réputation. La chose la plus importante à comprendre, c'est ceci. Même quand il n'y a pas de suite judiciaire, une rumeur ne disparaît pas. Elle colle. Elle laisse un goût métallique dans la bouche.
Elle vous suit comme une odeur. Alors Nathalie continue de jouer, continue de travailler, continue de tenir debout. Mais quelque chose se dérègle. Elle tourne des films, certains plus populaires, d'autres plus discrets. Elle passe d'un cinéma français très stylisé à des projets plus variés, parfois internationaux. Elle joue dans La Leçon particulière, qui lui apporte une notoriété particulière à l'étranger. Elle apparaît dans des films où l'époque se reconnaît, l'ambiguïté morale, la libération sexuelle, les récits plus crus. Ce moment-là, les années 70, est un moment paradoxal pour une femme comme elle. D'un côté, la société s'ouvre, on parle plus librement de désir, de liberté, de choix. De l'autre, on enferme toujours les femmes dans des catégories, la muse, la tentatrice, la victime, la compagne. Et Nathalie, qui refuse d'être une catégorie, se retrouve souvent mal comprise. On l'admire. On la désire. Mais on écoute rarement ce qu'elle tente de dire. Et quand on n'est pas entendu, il arrive qu'on cherche à faire taire le bruit intérieur autrement. Dans cette décennie, Nathalie fréquente un monde où la fête n'est pas un divertissement, mais un mode de vie. Il y a le cinéma. Il y a les nuits. Et il y a aussi ce voisinage étrange entre les stars du grand écran et les musiciens de rock qui transforment la Côte d'Azur en terrain de jeu. À un moment, Nathalie gravite autour de cet univers-là. Villa, excès, musicien, fête qui semble n'avoir ni début ni fin. Elle a une aventure avec Bobby Keys, saxophoniste associé aux Rolling Stones. Et ce détail est intéressant, non pas comme ragot, mais comme symptôme. Parce que ce monde-là est un monde d'adrénaline. Un monde où l'on cherche à oublier la gravité de la vie. Un monde où l'on transforme la fatigue en champagne, l'angoisse en musique, la solitude en foule. C'est grisant. Et c'est aussi dangereux. La question que je me pose, et que je vous pose aussi, c'est, à quel moment la fête cesse d'être une fête, et devient une fuite? Si vous avez déjà connu cette frontière, même à petite échelle, vous savez qu'elle n'a pas de panneau. On la franchit sans s'en rendre compte. Pour Nathalie, la frontière finit par s'appeler l'héroïne. La dépendance apparaît à la fin des années 70. Et là, on doit faire attention à la manière de raconter. Parce que l'addiction, trop souvent, est présentée comme une chute morale. C'est faux. L'addiction est souvent une tentative de solution. Une solution maladroite, destructrice, oui. Mais une solution à quelque chose. Dans sa vie, on peut imaginer plusieurs quelque chose. Une enfance marquée par l'abandon. Une maternité arrachée. Une identité publique écrasante. Un grand amour qui devient une cage. Un scandale où la rumeur vous transforme en personnage de fantasme collectif. À un moment, le corps dit « stop ». Et la drogue, dans ce contexte, devient un interrupteur. Un moyen d'éteindre le bruit. Un moyen de ne plus sentir. Un moyen de se mettre en pause. Mais la pause se paye. Elle se paye en rôle perdu, en relations abîmées, en santé fragilisée, en dignité qu'on doit reconstruire. Ce qui force le respect, chez Nathalie, c'est qu'elle ne reste pas enfermée dans ce chapitre. Elle s'éloigne. Elle change de vie. Elle sort du cadre français. Et elle rencontre l'homme qui sera, selon plusieurs témoignages, son amour le plus durable, Chris Blackwell, producteur, fondateur d'un grand label musical, un homme lié aux îles, à la Jamaïque, à une autre façon de respirer. Avec lui, elle vit longtemps, notamment aux Bahamas. Un changement de décor total. Imaginez la différence. Paris, les jugements, les regards, les souvenirs, les couloirs du cinéma, les histoires qu'on répète. Les îles, l'air salé, la lenteur, la mer qui efface les traces, la possibilité de redevenir une personne avant d'être un nom. C'est dans ce genre de décor que certains se reconstruisent. Pas parce que le décor guérit, mais parce qu'il vous donne l'espace de recommencer. Et Nathalie recommence. Elle passe derrière la caméra. C'est un geste fondamental, symboliquement. Devenir réalisatrice, c'est reprendre le pouvoir sur le récit. C'est décider comment une histoire commence, comment elle se déroule, ce qu'on montre et ce qu'on laisse hors champ. Or toute sa vie, Nathalie a souffert de ce qu'on projetait sur elle. De ce qu'on montrait d'elle sans lui demander. Alors, à ce moment-là, elle inverse le regard. Elle réalise ils appellent ça un accident. Plus tard, Sweet Lies. Et ce passage à la réalisation dit une chose simple, elle ne veut plus seulement être vue. Elle veut voir. C'est une différence énorme. Parce qu'une actrice peut être brillante et rester prisonnière d'un cadre. Une réalisatrice choisit le cadre. Et quand on a été enfermé par une image publique, choisir le cadre, c'est respirer. Elle écrit aussi. Un roman, puis des souvenirs. Un titre, surtout, retient l'attention. Pleure pas, c'est pas grave. Ce titre est presque une phrase de protection. Comme si elle parlait à l'enfant qu'elle a été. Comme si elle disait, tu vois, on a survécu. On a encaissé. On est encore là. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette phrase contient aussi une contradiction.
Parce que si on doit se répéter c'est pas grave, c'est que c'est grave. C'est le genre de phrase qu'on dit quand on refuse de laisser sortir les larmes. Et à force de retenir les larmes, elle trouve un autre chemin. Chez elle, ce chemin a été la fuite, l'intensité, parfois l'excès. Ce qui me touche, dans sa trajectoire, c'est que Nathalie ne se présente jamais comme une sainte. Elle ne se maquille pas en héroïne. Elle raconte les zones grises. Elle accepte d'être contradictoire. Et c'est exactement ça, la maturité. Sauf qu'une femme publique, à cette époque, n'a pas le droit à la maturité. On lui demande d'être impeccable. On lui demande d'être belle. On lui demande d'être facile à comprendre. Nathalie ne l'a jamais été. Et au milieu de cette vie, il y a une relation qui ne disparaît jamais totalement, celle avec Alain. Même après le divorce, ils restent liés. Ils se voient. Ils se parlent. Ils partagent Anthony. Et ce lien, c'est une énigme pour beaucoup. Comment peut-on rester proche de quelqu'un qui vous a blessé? Comment peut-on continuer à aimer, ou du moins à respecter, alors que tout a explosé? La réponse est souvent simple, même si elle dérange, parce qu'il y a eu du vrai. La passion peut être toxique, mais elle n'est pas forcément fausse. Et puis, il y a quelque chose de plus profond. Quand deux personnes se reconnaissent dans une blessure d'enfance, elles peuvent se détruire, mais elles se reconnaissent aussi comme des miroirs. Et on ne brise jamais un miroir sans se couper. Alors, les années passent. Nathalie s'éloigne des projecteurs. Elle réapparaît parfois, à la télévision, dans des séries, dans des rôles plus discrets. Elle semble choisir une vie plus calme, plus privée, comme si elle avait compris que la lumière, chez elle, avait toujours un prix. Et puis arrive la maladie. Un cancer du pancréas, diagnostiqué à la fin de 2019. Ce type de diagnostic change la texture du temps. Tout devient plus dense. Les heures comptent. Les mots comptent. Les choix deviennent brutaux. Et là, Nathalie fait un choix qui révèle sa personnalité jusqu'au bout. Elle refuse l'acharnement. Elle ne veut pas s'abîmer dans des traitements qui prolongeraient peut-être, mais au prix d'une dégradation qui lui semble insupportable. Elle aurait dit, en parlant à son fils, qu'elle ne voulait pas décrépir sous chimiothérapie. Cette phrase est dure. Mais elle est lucide. Et elle dit aussi quelque chose de profond, Nathalie veut garder la main. Jusqu'à la fin. On pourrait juger ce choix. On pourrait le commenter. Mais la vérité, c'est qu'il appartient à celle qui le fait. Et chez elle, ce choix ressemble à toute sa vie, choisir, partir, décider, plutôt que subir. Si ce passage vous touche, si vous avez en tête quelqu'un qui a dû faire un choix similaire, laissez un commentaire. Pas forcément pour raconter votre vie. Juste pour dire je comprends. Dans ce genre d'histoire, se sentir compris, même à distance, c'est déjà beaucoup. À Noël 2020, quelque chose se produit. Nathalie et Alain se revoient. Une dernière fois. Lui sort d'un AVC, affaibli, fatigué, plus vulnérable que l'icône qu'on a connue. Elle est malade, consciente que le temps se resserre. Et leur fils partage une photo. Une image simple, presque banale, deux visages, deux histoires, deux vieillesses. Et pourtant, dans cette banalité, un choc émotionnel. Parce que tout le monde comprend ce que signifie une dernière photo. C'est la preuve que malgré les tempêtes, malgré les ruptures, malgré les autres amours, quelque chose a tenu. Pas un conte de fées. Pas une fidélité parfaite. Mais un lien. Une présence. Une corde invisible. Nathalie, dans une de ses descriptions, parle d'Alain comme d'un homme dur, parfois égoïste, mais terriblement sensible, un loup solitaire enfermé dans sa tête. Ce portrait est précieux, parce qu'il casse l'image facile. On caricature Alain comme un séducteur arrogant. Oui, il a eu cette dimension-là. Mais la sensibilité, chez certains hommes, se cache derrière la dureté. Et parfois, elle se cache si bien qu'elle devient impossible à vivre pour ceux qui les aiment. Nathalie, elle, l'a compris. Et le comprendre n'a pas suffi à sauver le couple. Mais ça a suffi à sauver quelque chose d'autre, une forme de respect. Le 21 janvier 2021, Nathalie s'éteint à Paris. Entourée de ses proches. Et quelques jours plus tard, la messe est célébrée à Saint-Germain-des-Prés, dans l'intimité. Période sanitaire. Prudence. Mesures strictes. Une cérémonie réduite à l'essentiel. Et c'est là que la chaise vide réapparaît, comme un symbole. Alain n'est pas présent. Officiellement, on parle d'une raison simple, la prudence face au risque, son état de santé, la peur de s'exposer. Et cette explication est parfaitement plausible. Mais une histoire humaine ne se réduit jamais à une explication officielle. Je crois que cette absence peut aussi se lire autrement. Il y a des gens qui n'assistent pas aux funérailles non pas par indifférence, mais parce que la scène les détruit. Parce qu'ils ne supportent pas la clôture. Parce qu'ils préfèrent garder l'autre vivant dans leur tête plutôt que de le voir partir dans un cercueil. Quand on a partagé une vie, même brève, la mort ne ressemble pas à la fin d'une relation. Elle ressemble à la fin d'une époque de soi. Et peut-être qu'Alain, en ne venant pas,
protège son propre souvenir. Ou peut-être qu'il fuit une culpabilité. Celle d'avoir aimé sans savoir garder. Celle d'avoir pris sans toujours rendre. Celle d'avoir été, pour Nathalie, à la fois le sommet et la blessure. On ne le saura jamais complètement. Et c'est peut-être mieux ainsi. Parce que certaines histoires gardent une part d'ombre, comme un respect. Après la crémation, les cendres de Nathalie sont destinées à être dispersées en Jamaïque, conformément à sa volonté. Et là, on revient à une image magnifique, presque poétique. La Jamaïque, ce n'est pas seulement un lieu. C'est un symbole de l'autre vie. Celle des îles, de la mer, d'une respiration hors du jugement parisien. C'est l'endroit où elle a connu un amour durable, un autre rythme, un autre silence. C'est comme si Nathalie, jusqu'au dernier geste, choisissait de s'éloigner du théâtre du monde. Elle qui a été une image pour les autres, décide de devenir une poussière dans le vent, loin des regards. Et c'est là que la vie de Nathalie prend une dimension universelle. Parce que son histoire nous raconte quelque chose que le cinéma français, avec ses icônes, a souvent caché derrière la beauté. La célébrité ne guérit pas l'enfance. Elle amplifie. Elle expose. Elle déforme. Elle crée des masques. Nathalie a été un masque magnifique. Mais derrière ce masque, il y avait une femme en guerre avec deux désirs contradictoires, être libre et être aimé de façon sûre. Ce paradoxe, beaucoup de gens le vivent, même sans célébrité. Combien de personnes quittent une relation par peur d'être enfermées, puis souffrent de solitude? Combien de personnes réclament une preuve d'amour, puis paniquent quand cette preuve devient une contrainte? Nathalie a vécu ça à l'échelle d'une légende, mais le mécanisme est profondément humain. Et c'est peut-être pour ça qu'elle reste captivante. Pas parce qu'elle a été la femme d'une star. Mais parce qu'elle a été une femme qui a tenté de se fabriquer une vie à partir de fractures. Alors, quand on revient à cette chaise vide, à ce détail qui ouvre le récit, on peut enfin voir une autre vérité. Ce vide ne raconte pas seulement l'absence d'un homme à des funérailles. Il raconte la nature même de leur histoire, une histoire de proximité et de fuite, d'amour et d'impossibilité, de liens indéfectibles et de gestes manqués. Une histoire où l'on est toujours là, mais jamais exactement au bon moment. Et maintenant, je vous pose la question, vraiment. Quand vous pensez à Nathalie et Alain, qu'est-ce qui vous semble le plus vrai? L'idée qu'ils se sont détruits parce que la célébrité les a dévorés? Ou l'idée que, même sans célébrité, deux blessures d'enfance auraient fini par se heurter? Écrivez-le en commentaire. Pas pour trancher comme un juge. Juste pour partager votre lecture. Parce que ces destins-là prennent une autre profondeur quand on les raconte ensemble. Et si vous voulez qu'on continue à explorer ces vies où la légende cache un être humain, abonnez-vous et activez la cloche. Pas pour suivre une chaîne. Pour suivre une idée, derrière les mythes, il y a toujours une vérité plus fragile et plus belle.